Et Jérôme, tu sais ce que c'est un CISO dans le domaine du numérique ? Aucune idée. Dans le numérique, aucune idée. Figure-toi qu'un CISO, c'est un Chief Information Security Officer. Ah, on va parler de sécurité, il était temps. Exactement. Cybersécurité et IA. T'es prêt ? Je suis prêt, on Let's y va. go. Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre tous ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques, un petit peu techniques et pourquoi pas politiques. Cette semaine, nous passons du côté parfois obscur du numérique pour nous interroger sur les relations entre cybersécurité et IA avec un expert qui va nous décrypter les situations rencontrées et les changements de perspective engendrés par le développement de l'IA. Cause Commune 93.1 FM. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. Merci à notre directeur d'antenne Olivier Gréco de nous permettre cet espace de liberté et d'échange. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur ses apps mobiles, sur 93.1 en FM, sur le DAB+, et bien sûr sur votre plateforme préférée. Si cette émission vous plaît, si vraiment vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et puis en plus, vous pouvez, en prenant 3 secondes, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, un petit pouce sur YouTube. Tout ça, c'est notre seule récompense. Et en plus, ça manipule l'algorithme. Et c'est cool de manipuler les algorithmes. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. Je vais vous faire un aveu. Je suis nul en cybersécurité. Bien sûr, j'y suis attentif comme tout le monde. Je ne clique pas sur n'importe quel lien reçu dans un mail. J'ai un petit passé dans le nom de domaine, donc je fais attention aux URL. Je fais attention à sur quoi je clique. Mais en fait, à part ça, j'y connais pas grand-chose. Et c'est sans doute pour ça qu'il a fallu attendre 40 épisodes de Parlez-moi d'IA pour qu'on s'intéresse à cette question. Il a fallu aussi trouver la bonne personne. La personne capable d'être pédagogue et progressive. Notre invité du jour a toutes ces qualités. Il est dans le domaine depuis un petit moment. Il est connu et reconnu. Il est responsable sécurité d'une grande mutuelle française. Il sait partager ses contraintes et ses connaissances. Bonjour, René Thiel. Bonjour, Jean-Philippe. Merci d'être avec nous dans le studio de Cause Commune. Alors, René, parlez-moi d'IA. Et peut-être d'abord, décryptez-nous un petit peu la cybersécurité dans le contexte de l'IA. On va peut-être d'abord faire un petit focus sur votre fonction. On le disait en introduction, vous êtes CISO, donc Chief Information Security Officer. Si vous nous expliquiez un peu ce que c'est que cette fonction et quelles sont les 3 grandes missions de cette fonction, vous diriez quoi ? Alors en français, RSSI pour responsable sécurité des systèmes d'information. On va retrouver 3 domaines majeurs. Le premier, c'est la gouvernance. On va planifier en fait la sécurité de l'entreprise, déployer des systèmes, des outils, des contrôles, les contrôler, et tout ça dans un cycle d'amélioration vertueux. Donc, première partie dédiée à la gouvernance, une seconde partie dédiée au risque. Ouais. On va faire du management des risques, on va analyser les réaliser risques. Exactement, faire des scénarios, partir sur des vraisemblances de scénarios, les impacts qu'ils ont sur l'entreprise, en dégager des risques bruts qu'on va tenter de diminuer par la mise en œuvre d'un plan de traitement des risques pour arriver à des risques résiduels nets qui seront acceptables pour l'entreprise. Donc ça, c'est le management des risques. Et la troisième partie, c'est la conformité aux lois et réglementations. Alors, les lois, vous en connaissez un minimum toute une, le RGPD. Ouais. Vous en avez d'autres. Dans notre domaine, on a notre autorité de contrôle prudentiel qui s'appelle l'ACPR. On a des réglementations à venir comme DORA, Digital Operational Resilience Act, qui est une réglementation européenne. Ouais. Et puis dans les entreprises, vous en avez potentiellement X en plus à respecter. En préparant l'émission, vous m'avez aussi parlé d'une mission qui n'est peut-être pas une mission majeure, mais qui est quand même importante. Parce que moi, je me suis souvent retrouvé de l'autre côté de la barrière face au RSSI. C'est celle d'accompagner l'innovation, d'accompagner l'époque métier. Vous avez aussi un rôle dans cet accompagnement-là ? Oui. Alors, on réalise en fait des analyses de sécurité dans le cadre des projets. Et on va faire exprimer les besoins en sécurité au métier. Donc le métier, il part avec une idée, un processus, on va résumer ça par il a quelque chose à faire, à outiller, à automatiser. Et derrière, il a des besoins. Donc il a des besoins en sécurité et on va lui faire exprimer ses besoins. Il va les exprimer en termes de disponibilité. Donc c'est
quel arrêt de service maximum il est prêt à accepter. Alors, mon service doit fonctionner, par exemple, H24, 7/7. Ouais. Je travaille dans un hôpital, ou alors je travaille dans une agence qui est ouverte de 9h à 18h tous les jours, et donc je dois travailler sur ces horaires-là et pas plus. Donc cet accompagnement-là, ça relève du management, finalement de la gestion des risques et de la gestion de la continuité de service par rapport au... D'accord. Et donc des besoins, il y en a 3 autres. Il y a l'intégrité, la confidentialité et la gestion de la preuve, donc toutes les traces qu'on va pouvoir générer. Les logs aussi. Dans les serveurs. Les fameux logs. Ouais. Mais aussi, côté applicatif, savoir qui a fait quoi, à quel moment. C'est important pour faire les enquêtes. Exactement. Très bien. Alors, du coup, si on parle cybersécurité et qu'on se demande un peu finalement quels sont les acteurs en présence, souvent, de manière un peu schématique, et on va voir que c'est peut-être un peu plus complexe que ça, on oppose 2 camps, les attaquants et les défenseurs. Mais en fait, il y a plusieurs équipes qui ont chacune une couleur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ces différentes équipes en cybersécurité avec les couleurs afférentes ? Alors je suppose, si on parle des couleurs, c'est que vous avez envie de parler des Red Team, Blue Team, Purple Team. Ouais. Parce que rien que le nom, déjà, c'est cool. Voilà, déjà le nom est cool, le marketing est passé par là. Oui, c'est ça. Donc Red Team, vous avez entre guillemets les méchants, ceux qui vont attaquer. La Blue Team, vous avez entre guillemets les gentils qui vont se défendre. Et la Purple Team... c'est sympathique, c'est les gens qui font un peu les deux, et on ne se prive pas de faire de la défense active. C'est ça, c'est de la défense active. Voilà. C'est pas juste on défend, c'est en plus, si on peut en rendre un petit peu, voilà, c'est plutôt bien. On essaye. Et donc, l'enjeu crucial dans cette bipolarité, finalement, c'est la gestion du temps. Parce qu'en fait, dès qu'il y a une faille de sécurité qui est détectée, immédiatement, elle peut être à la fois exploitée par l'attaquant, mais elle doit être comblée par le défenseur. Et il y a toute une gestion du coup de l'information et de la circulation de l'information. Vous m'avez parlé justement dans cette préparation d'émission, parce que vraiment j'ai essayé de me documenter, vous en êtes le témoin, d'un acteur qui s'appelle l'OWASP, c'est ça ? L'OWASP, oui. Et qui fait quoi en fait par rapport au grand domaine de la cybersécurité ? Alors l'OWASP est connu en anglais pour son top 10, en français le top 10, ouais. des principales failles de sécurité liées aux applications web. D'accord. Donc en fait, c'est un organisme mondial qui fait la promotion depuis longtemps de ces 10 risques qui sont le plus présents sur tous les systèmes web. Et lorsqu'on est développeur, lorsqu'on conçoit des systèmes informatiques, qu'on les développe, il va falloir s'attacher à vérifier que ces 10 failles ne soient pas présentes pour qu'elles ne soient pas potentiellement exploitées par la suite. Donc il les référence, il les documente. Exactement. Il propose des solutions de rémédiation, il propose des solutions pour tester si ces failles sont présentes ou pas. Et donc, tout le monde doit être formé à partir du moment où il fait du développement à ce. Et ça, c'est accessible à tout le monde. C'est gratuit, c'est sur Internet, il suffit de se renseigner. Alors maintenant, avec les IA génératives, il suffit juste de poser la question « Explique-moi le top 10 de l'OWASP ». Ça fonctionne très bien. Ah oui, on va y revenir, effectivement. Ils peuvent... ça peut aller très loin. D'accord. Mais du coup, c'est accessible à tout le monde, donc c'est accessible aussi bien au camp des attaquants qu'au camp des défenseurs. Oui, mais ça, c'est un paradoxe très intéressant, parce que pour savoir défendre, il faut savoir comment attaquer, comment ça se passe. Donc c'est paradoxal, mais oui, il faut savoir le faire pour savoir le contrer. Oui. Et toujours dans l'écosystème cybersécurité, il y a le rôle très important des éditeurs de logiciels, qui sont un peu des intermédiaires, notamment du côté du camp des défenseurs. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont comme rôle en fait dans les organisations, ces éditeurs ? Comment vous aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous utilisez différents logiciels et comment ils viennent vous aider finalement dans votre rôle de Monsieur Sécurité ? Alors les solutions de sécurité, elles vont pallier forcément un problème, sinon elles n'existeraient pas. Ouais. Alors le problème peut être divers et varié, ça peut être un problème d'automatisation de tâches, de détection, un problème de manque de ressources humaines. Pourquoi je parlais d'automatisation de tâches et de réaction ? Parce qu'une machine ou une solution fonctionnera toujours plus vite qu'un être humain. Ouais. Ça peut être des problèmes mémoire. Un être humain, il ne va pas pouvoir se souvenir de l'intégralité. Vous avez parlé de logs. Il faut bien les stocker quelque part. Il faut bien qu'il y ait une machine qui sache les lire. Qui sache les lire, qui en fasse quelque chose. Ouais. Et pour ça, rien de mieux que la solution informatique. Parce que l'être humain a ses limites. Il y en a d'autres aussi qui vont pouvoir travailler H24, 7/7. Ouais. Je pense, on pourrait citer par exemple un pare-feu, qui soit logiciel ou matériel. Ouais. Il fera en sorte que vos règles soient appliquées H24, 7/7. Alors après, pour les plus techniques, vous me direz, mais il peut tomber en panne. C'est pour ça qu'il faut en prévoir un second. Il faut prévoir justement la disponibilité de ce service de bout en bout.
En tout cas, aujourd'hui, sans solution informatisée, ce serait compliqué de faire de la sécurité. Aujourd'hui, vous appuyez quand même beaucoup sur ces logiciels-là. Et une des révolutions, ça va être justement de voir comment ils intègrent de plus en plus de services ou de fonctions d'IA à l'intérieur. Très bien. Et du coup, en préparant cette émission, vous m'avez surpris à un moment donné, parce qu'on se parlait, et puis vous me dites, mais de toute façon, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de véritablement attribuer une cyberattaque à une personne ou à une organisation. J'avoue que ça m'a un peu surpris, mais du coup, ça a plein de conséquences potentiellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette affirmation ? Alors, je suis toujours très frileux quand j'entends à la télé ou via d'autres médias des personnes dire... les Chinois ont attaqué, c'est ça ? X a attaqué et autres. Pas Pourquoi ? de nom, d'accord. Alors, selon certains pays, il n'y a que 4 attaquants dans le monde. Ça, c'est toujours très intéressant. La réalité, c'est qu'on peut créer des traces techniques. Ouais. Donc, tant que vous n'avez pas une enquête policière, judiciaire, on peut citer par exemple l'Interpol, qui mène des enquêtes au niveau mondial, et qui va jusqu'à détecter les personnes physiques chez elles et saisir du matériel avec des preuves réelles et formelles de qui a fait quoi. C'est ça. Alors, quand on fait une enquête policière sérieuse de ce type-là, oui, c'est de l'enquête policière, et on peut attribuer des actes. C'est physique. Lorsqu'on reste dans un peu, on va dire, le fantasme de l'attaque, en attribuant des choses sans en avoir forcément la preuve, techniquement, on peut monter de toutes pièces tout un tas d'attaques, et les attaques sous faux drapeau, ça a toujours existé, que ça soit avec l'informatique ou sans l'informatique. Donc c'est un domaine où, justement, il est difficile d'avancer des choses. Il faut y aller avec précaution. Il faut y aller avec précaution, et surtout au niveau politique, malheureusement, des fois, il faudrait avoir une certaine réserve sur qui fait quoi. Parce que vous me disiez aussi, et ça m'a beaucoup plu, et du coup on se rapproche de l'IA, que l'IA permettait plus facilement de créer une légende autour justement de l'attaque ou de la défense, en tout cas dans le domaine de la cybersécurité, et du coup c'était finalement plus discret que de se cacher derrière un VPN, c'était de se créer un espèce de brouillard, une légende par rapport à son activité. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de VPN un peu. Pas beaucoup, donc vous pouvez y aller, vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un VPN. Alors le Virtual Private Network, le VPN, ou même si vous voulez passer par des réseaux un peu cachés, mais attention, là on va parler de Tor, du Dark Web, et ainsi de suite. Il y a des émissions spécialisées sur cette antenne qui parlent beaucoup de ces logiciels. Bon, il a été prouvé que par une enquête sérieuse, on peut quand même réussir à déterminer d'où préviennent les choses et autres. Alors, l'intérêt de l'IA, ce que j'avais cité, c'est qu'on peut se créer une légende, oui, de toutes pièces. Ouais. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'avatars qui sont des personnalités publiques. De cette même manière-là, vous pouvez vous créer des avatars, des légendes, répandre potentiellement des points d'accès à travers le monde ou dans certaines géographies qui vous intéressent pour envisager des scénarios d'attaque qui peuvent vous servir. Et ça, l'IA le permet de manière plus générative. Alors l'IA facilite tout. Ouais. L'attaquant, le défenseur, tout est facilité par l'IA. C'est parfait. Vous me donnez la capacité de passer à la deuxième partie de cette émission juste après la pause musicale, puisque l'IA peut tout et peut tout améliorer. On va faire dans le classique entre nous la pause musicale. On va écouter entre nous Daft Punk, Technologic, et puis voilà, c'est pas très original, hein, ça sent un peu la fin de saison, mais ça marche toujours. Use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick
erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it. Touch it, scroll it, close it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it. Merci Daft Punk. Bon, c'est classique, mais bon, après, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a envie de se reparler un peu, de reprendre la parole sur Cause Commune. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à la cybersécurité et à ses évolutions en lien avec le développement de l'IA, toujours avec René Thiel, le CISO, le chef de la sécurité de la CARAC. René, on était en train de rentrer dans le sujet de l'IA et on voit bien que voilà, le contexte est là et l'IA arrive et va développer des choses et va faire travailler les différentes équipes, attaquants, défenseurs, de manière différente. Si on part par exemple sur la Red Team, j'adore ce terme, qu'est-ce que ça apporte à des attaquants, à une Red Team, l'IA générative aujourd'hui, comment ça leur permet d'industrialiser et de complexifier leur technique? L'IA générative, si on se focus sur cette partie-là, déjà, vous allez pouvoir vous entraîner. Par exemple, vous avez des plateformes, vous avez des challenges à réaliser, vous savez que vous avez tel challenge à faire, vous pouvez poser la question à l'IA. Comment m'y prendre? Donne-moi des exemples de code. Alors, vous avez des IA éthiques qui vont vous répondre « je ne peux pas faire ça », mais vous avez aujourd'hui des IA qui vous permettent de générer le code pour exploiter la faille. Directement. En génération de code, déjà, ça peut vous aider à aller plus vite dans la génération du code malware, du code malveillant qui va être utilisé. Et puis si par le passé, vous ne saviez pas en quoi ça consistait, vous pouvez lui dire « explique-moi en quoi cette faille consiste ». Et donne-moi un exemple de code concret qui me permet de l'exploiter. Est-ce que ça peut aussi aider en usurpation d'identité, par exemple? En usurpation d'identité, en fait, là, vous allez plutôt chercher à récupérer de la data qui a fuité sur le dark web. Carrément, d'accord. Voilà, ça s'achète. Hein. Vous prenez, par exemple, les réseaux sociaux qui font un peu de veille, sur lesquels vous pouvez avoir des infos. J'ai vu encore récemment, pour 600 €, vous pouviez récupérer quelques millions de data personnelles. D'accord. Donc là, si vous avez envie d'avoir du nom, prénom, adresse valide, adresse mail, potentiellement mot de passe, c'est sur le dark web qu'il faut aller chercher. Alors le dark web, c'est juste pour en 2 secondes, les auditeurs qui nous écoutent, qu'on leur explique ce que c'est le web qu'on ne peut pas rechercher avec Google en fait. Oui, moi j'aime bien la phrase où on dit c'est la face cachée du web, un peu l'iceberg. Aujourd'hui, pour y accéder, il faut un navigateur spécifique qui s'appelle Tor. C'est un système d'oignons. Ce fameux Tor dont on parlait il y a quelques secondes. Voilà, que je me suis permis de citer. Et en fait, il va falloir que vous connaissiez l'adresse de là où vous voulez aller regarder pour pouvoir y accéder. Et puis après, vous avez des systèmes de forums qui vous font des bases de données d'adresses. Et vous allez pouvoir... C'est ça, il faut une première porte d'entrée qui vous ouvre d'autres portes. Exactement. D'accord. Et donc là-dessus, on peut retrouver plein de choses. On peut trouver des meilleures techniques de phishing aussi, par exemple. Oui, et puis après, l'IA peut servir à améliorer votre technique de phishing en faisant des scénarios plus élaborés, plus convaincants. Une fois que vous avez ces données personnelles que vous avez récupérées d'un côté, vous allez pouvoir utiliser l'IA pour faire un scénario plus plausible. Si vous avez une IA connectée sur Internet, vous allez pouvoir récupérer aussi de l'actualité facilement et contextualiser votre attaque. Après, vous avez tous, je pense, entendu parler des deepfakes, voilà, des vidéos aussi trafiquées. La fraude au président. Le fameux scénario d'attaque à la fraude au président. Ça, c'est quoi ça? Excusez-moi, puis-je poser une question à l'invité? Oui, bien sûr, Elisa, comme je vous l'ai dit hors antenne, c'est notre IA co-animatrice, elle pose des questions comme ça en plein milieu de l'émission. Oui, Elisa? Comment pourrais-je apprendre ce qu'est la confiance? Ah oui, carrément, d'accord. Donc là, on est effectivement sur la question de base, de la confiance, et comment on fait pour, quand on est confronté à des gens malveillants,
quand même pour arriver à faire confiance sur ce qu'on voit, sur ce qu'on reçoit? Alors, vous l'avez compris, je suis dans la cybersécurité. Bon, avant, ça s'appelait la SSI, la sécurité des systèmes d'information, depuis un moment. Ouais. Et chez nous, ce qu'on dit, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. D'accord. Voilà, donc c'est quoi la confiance? D'accord. Et c'est à quel niveau de contrôle, quoi, c'est ça? Exactement. D'accord. Très bien. Écoutez, j'espère que ça a plu à Elisa en termes de réponse. Si on passe côté Blue Team maintenant, on passe chez les gentils. Est-ce que ça leur permet d'avoir l'IA? Est-ce que ça leur permet d'avoir des capacités d'anticipation plus fortes, par exemple? Alors normalement, oui, ça devrait permettre ça devrait permettre aussi d'automatiser un certain nombre de tâches. Hein, on parle de gain de temps lorsqu'on fait partie de ces équipes-là pour tout ce qui est analyse aussi. Oui. Et j'ai eu la chance cette année de participer à un colloque où j'ai appris que l'année dernière, cet éditeur bien connu traitait 45 milliards de données liées aux menaces par jour. Ouais. Donc de quoi en apprendre beaucoup. Ouais, ça fait une super base de connaissances. Et puis surtout, cette année, c'est passé à 65 milliards. Ah, d'accord. Donc quotidiennement, ils ont les traces liées à des menaces à analyser, sur lesquelles ils peuvent capitaliser pour améliorer leurs outils de sécurité. Et ça, ils transmettent ça effectivement à leurs correspondants dans les entreprises? Et leurs clients bénéficient de ce savoir-là. Donc on va parler de CTI, de Cyber Threat Intelligence, de renseignements sur la menace en français, liés à la cybersécurité. Et on va pouvoir utiliser ça pour se défendre, pour automatiser des tâches, pour améliorer aussi les enquêtes et les réponses suite à incidents. Le CTI, c'est un peu le pendant du renseignement classique, mais pour la cyber, c'est ça? C'est ça. Alors, on va parler un peu d'OSINT, en fait, Open Source Intelligence, donc le renseignement à partir de sources ouvertes aussi. Ouais. La CTI, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus orienté dans le milieu de la cyber. Et l'objectif, on a parlé un peu avant des groupes d'attaque et autres, c'est de démêler le vrai du faux. D'accord. C'est de pouvoir réaliser des enquêtes, de pouvoir attribuer des attaques, de retrouver ce qu'on appelle les IOC, les indicateurs de compromission, Indicator of Compromission. Et donc, toute cette partie-là, c'est ce qui va nous permettre de me réaliser des enquêtes. Et l'IA joue aussi un rôle à ce niveau-là. Parce qu'elle va permettre de faciliter les enquêtes et de gagner du temps. Donc ça, c'est quand même la partie renseignement qui est réservée aux grands acteurs. Alors oui, parce que aujourd'hui, un État a forcément intérêt à disposer de capacités en CTI. Une entreprise aussi internationale qui a des enjeux politiques, géopolitiques, a toute liberté de disposer de ces capacités-là et ils ont tout intérêt à en disposer. Ouais. Et après, c'est en fonction du besoin et des enjeux de sécurité de l'entreprise aussi. Là, vous parliez de géopolitique, ça me fait venir une question qui est d'actualité au moment où on enregistre, qui le sera peut-être moins quand les auditeurs écouteront cette émission. Il y a une sorte d'hystérie là autour de la cybersécurité, autour des JO parisiens. Est-ce que c'est justifié on a l'impression qu'on va se faire attaquer par le monde entier pendant les JO? Alors, l'histoire l'a un peu justifié parce qu'aucun Jeux olympiques récents ne s'est déroulé sans cyberattaque en parallèle. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que l'hystérie est un peu présente, mais la préparation est également présente. D'accord. Et donc du coup, on risque des attaques multipliées pendant cette période-là parce que c'est une période particulièrement médiatique pour les groupes d'attaquants, c'est ça? Alors c'est une belle opportunité pour les groupes d'attaquants, pour être franc. Après, on a déjà subi des attaques ces derniers mois, on l'a vu, informatiques, plus ou moins élaborées, qui ont eu plus ou moins d'effets. C'est sûr que ça va se perpétrer, que ça va continuer, et la géopolitique n'aide pas. Là, aujourd'hui, on a quand même, entre les élections, les Jeux Olympiques et le contexte européen, tous les prétextes sont en place pour réaliser tout ce qui est possible d'être réalisé. Ouais. Après, il faut que les potentielles personnes qui ont ces idées-là, il faut qu'elles aient un objectif. Et du coup, si on revient sur votre rôle dans l'entreprise en tant que CISO, vis-à-vis de l'IA, on a parlé d'accompagnement. Alors, comment vous nous décririez l'accompagnement que vous avez aujourd'hui dans le déploiement des projets innovants d'IA dans l'entreprise? Comment ça se passe étape par étape? Comment vous accompagnez les équipes d'innovation? Bon, déjà, normalement, ça se passe bien. J'espère pour vous. En tant qu'RSSI, en général, la demande arrive et on attend de vous une réponse immédiate. Ah oui. C'est souvent, je dois accéder à ça, merci de m'y autoriser. Demain. Voilà, tout de suite. Tout de suite. Et donc là, vous allez devoir faire avec ce que vous avez. Alors, soit vous êtes au courant, vous êtes prêt, vous avez fait de la veille, vous êtes formé, vous êtes apte à émettre un avis et vous connaissez votre environnement et ça va bien se passer. C'est ce qui vous est arrivé avec ChatGPT? Alors ChatGPT, clairement, la demande arrive un jour.
merci de m'autoriser. Ouais. Alors, tout ce qui est derrière, tous les enjeux de sécurité qu'il y a derrière, c'est pas la question de la personne qui a envie de l'utiliser. Non. Elle a juste envie de l'utiliser. Voilà. Donc, elle vous demande... voilà. Mais c'est le pendant du métier d'RSSI. C'est des demandes comme ça, vous en avez constamment. Alors, comment vous avez répondu à cette question ? Déjà, ça tombe bien, parce que je savais ce que c'était. Ah, c'est bien. Voilà. Et donc là, Bonne après, veille. on fait ce qu'on appelle l'analyse de risque. Quels sont les enjeux, quels sont les risques pour l'entreprise. Et après, une des premières choses qu'on doit faire, c'est sensibiliser les collaborateurs à ce que c'est l'IA générative. Parce que pour certains, c'est très simple. La preuve, ils viennent déjà de demander accès. Ouais. Pour d'autres, c'est encore un concept. Et donc, vous avez produit des préconisations d'usage. Donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est réaliser une session de sensibilisation à la destination de tous les collaborateurs pour que déjà, ils comprennent ce que c'est l'IA générative et qu'ils comprennent les risques derrière l'IA générative. Ouais, vous n'avez pas qu'un rôle de douanier qui empêche les gens de passer. Vous leur expliquez quel chemin ils vont pouvoir prendre pour être en sécurité. Alors, facilitateur, oui, pour sécuriser les intérêts de l'entreprise, mais le douanier, je pense qu'il a disparu depuis longtemps. D'accord. Et on finira peut-être sur cette question sur la Purple Team. C'est la team que j'aime bien parce que c'est la couleur, hein, c'est ça. Elle se défend en fait. Elle va attaquer les attaquants. Ça arrive vraiment. C'est rare ou c'est plutôt régulier de faire appel à des Purple Team dans le milieu de la cybersécurité. C'est souvent lors des challenges. Hein. Vous avez peut-être entendu parler déjà des CTF, Capture the Flag. Vous avez des conditions, alors, soit vous vous attaquez, soit vous défendez, soit vous avez le droit de faire les deux, c'est plus dans ce domaine-là. La réalité dans une entreprise, c'est que vous n'avez pas de lutte informatique offensive du tout dans une entreprise. Hein. Les États aujourd'hui se réservent le droit d'avoir une partie, pour ceux qui l'ont souhaité, offensive, ou de lutte active, on peut appeler ça aussi pour certains. Donc vous ne nous en direz pas plus par autant, rapport aux entreprises. Vous resterez dans l'univers du jeu et de la simulation. Et ça reste de l'univers du jeu, cette partie-là. De toute façon, les petites couleurs, c'est très mignon. Dans la réalité, vous n'avez pas le temps de donner des couleurs aux uns ou aux autres. Bon, écoutez, merci beaucoup René pour tout ce partage sur la cybersécurité et sur l'IA. C'est l'heure de conclure. Vraiment, merci. Hein. J'ai l'impression d'avoir enfin compris les aboutissants des cybersécurité. Merci pour ce partage de connaissances. Je voudrais profiter de cette conclusion du 40e épisode de la saison 1 de Parlez-moi d'IA pour remercier Olivier, notre bien-aimé directeur d'antenne, qui est bien plus qu'un directeur d'antenne, qui est le pilier de Cause Commune. Je voudrais remercier les autres animateurs et animatrices pour leur bienveillance et leurs conseils. Et bien sûr, je voudrais remercier toi, en cabine, hein, notre Jérôme national, pour m'avoir mis le pied à l'étrier de cette aventure radiophonique, pour ton coaching, pour tes conseils. Je sais que je te dois tout, hein, mon gars, tout simplement. Et merci à vous, parce qu'on était parti pour un pilote. On en a fait 4, là on en est à 40. Voilà, tout simplement. Il paraît qu'une émission commence vraiment à 40 épisodes. Il paraît. Alors je vous le dis, on commence. En fait, on recommence l'année prochaine. On continue notre exploration en IASTAN. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voulez entendre à ce micro, qui vous voulez inviter, quel sujet traiter. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de votre écoute, de votre soutien, de vos interactions. Alors jamais assez nombreuses, n'hésitez pas. Et à bientôt sur Cause Commune. Cause Commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Toutes nos émissions en libre écoute, causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune.